Un immense plaisir que nous présentons ici devant vous pour passer d'agréables moments dans cette fête que j'appelle une fête de l'esprit. Nous sommes en philosophie. Cette année, nous avons eu tout ce beau monde au niveau de la table pour pouvoir, encore une fois, ensemble, faire de réussir avec brio votre épreuve de philosophie du 29. Une philosophie qui n'est plus à présenter ici dans la région de Kaolack et même ici et proviseur du lycée de Mbadakhoune. Vous avez une Kaolackoise pour le développement, mouvement qui nous a vraiment permis d'organiser. Depuis sa création par le président Maodo Diallo ici présent, n'a cessé de redoubler dans les meilleures conditions. Et puisqu'il est engagé dans le sens du développement, il ne pouvait pas ne pas se rendre à mieux préparer leur épreuve de philosophie. Ce professeur, ou éminent professeur de philosophie au niveau du lycée, mon frère, monsieur Faye, il officie au côté des élèves ici. Voilà, vous avez également mon frère, monsieur Diallo, également derrière. Donc, juste pour vous dire que vous avez la chance. Vous avez la chance d'avoir ce beau monde ici devant vous. Donner le micro à notre cher président de toute l'assistance. Monsieur Diallo, vous avez la parole. Oui, moi, j'ai oublié. Bonsoir le représentant du gouverneur de Kaolack. Bonsoir le représentant du préfet. Bonsoir le représentant du maire. Bonsoir chers professeurs. Bonsoir chers membres de ACAD. Bonsoir chers élèves. Je me réjouis de ce moment solennel qui nous réunit aujourd'hui pour nous permettre de dialoguer, pour nous permettre de philosopher un peu entre professeurs et élèves afin de combler un certain vide causé par les grèves successives. C'est dans ce cadre-là que l'Alliance kaolackoise pour le développement a initié donc cette rencontre pour apporter un peu sa contribution donc aux corrections de ces manquements. Je ne vais pas tarder à mobiliser donc la parole parce que nous avons plusieurs intervenants aujourd'hui et nous souhaitons que les élèves vraiment tirent bénéfice de cette rencontre. Mais par ailleurs, je voudrais seulement présenter donc le mouvement ACAD. Comme M. Kouli l'a dit tout à l'heure, c'est une alliance kaolackoise pour le développement qui est venue renforcer un peu le paysage culturel, le paysage social et le paysage politique de Kaolack, afin de permettre à ces populations de sortir de ces misères que nous causent souvent les inondations et peut-être l'insalubrité et peut-être beaucoup d'aléas. Donc nous réunissons donc toujours pour essayer de créer des commissions techniques afin de sortir des solutions pour que Kaolack redevienne le Kaolack d'antan que nous connaissions dans les années comme 75, 1980, où vraiment c'était un fleuron. Donc dans cette siège-là, nous sommes en phase avec Aminata Touré, l'ancienne Premier ministre, donc, qui est native de Kaolack, qui nous soutient, nous aussi, ce mouvement-là qui nous soutient. Nous travaillons avec elle donc, pour vraiment rehausser encore le niveau à Kaolack. Donc, sans tarder, je vais donner la parole au modérateur pour qu'on puisse rentrer dans les débats. Je remercie tous. Qui est également un philosophe,
et qui est par ailleurs proviseur du lycée de Mbadakhoune, pour qu'il donne un certain nombre de conseils à nos très chers élèves ici présents. Vous avez appris énormément de choses et souvent je dis que les élèves de terminale, pendant ces moments-là, sont de véritables philosophes. Parce que pendant toute l'année, ils ont cohabité avec d'éminents professeurs et également avec d'illustres penseurs. Donc vous avez les connaissances qu'il faut. Ce qu'il vous manque souvent, c'est la confiance en soi. Dites-vous qu'à partir de ce moment-là, le bac est largement à votre portée. Ce que l'Office du baccalauréat vous propose au niveau des épreuves de philosophie, c'est ce que vous avez pratiquement fait tout au long de l'année. J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de sujet de baccalauréat, en tout cas en philosophie. Il y a des sujets de philosophie pour les classes de terminale. Et ces sujets-là, vous les avez donc expérimentés avec vos professeurs tout au long de l'année. Et le 29 juin, on vous proposera encore un sujet de philosophie pour classe terminale. Donc dites-vous que c'est largement à votre portée. Vous avez appris tout au long de l'année. Essayez en tout cas d'être au meilleur de votre forme pour que ce jour-là, vous produisiez donc des copies exceptionnelles. Nous avons confiance en vous. Vos professeurs donc sont là. Le travail a été fait, et très bien fait. Et je pense que l'essentiel maintenant, c'est de croire en vous et de croire en vos chances pour la réussite. À chaque fois que je rencontrais souvent des élèves de terminale, mon souci, ce n'était pas le bac, mais c'était après le bac. Donc pensez que le bac, c'est à votre portée. Vous avez fait votre cursus secondaire et le bac, c'est le diplôme qui évalue tout ce que vous avez appris durant votre cursus secondaire. Aujourd'hui, on vous parle de la moyenne de cycle, vous le savez très bien. Donc c'est la moyenne de la seconde à la terminale. Donc l'élève doit avoir cette moyenne-là. C'est extrêmement important également pour passer. Donc soyez également donc, très, en tout cas, confiants. Écrivez donc des choses très claires, parce que les philosophes aiment les choses claires. J'ai entendu tout à l'heure M. Colli parler, je crois que c'est dans ce sens-là, n'est-ce pas? Voilà. Donc, l'air, je crois. Donc, il faut que ça soit très clair. N'hésitez pas, dites les choses telles que vous les concevez et de façon très claire. Et aussi, ce qu'on, en tout cas, regrette souvent, c'est l'ose. Les mêmes copies se ressemblent. Ce n'est pas bon en philosophie. Chacun a sa personnalité, chacun a sa réaction personnelle. Et cela doit pouvoir transparaître dans sa copie. Donc chaque élève peut avoir un traitement particulier d'une question philosophique. Donc faites un effort à ce niveau-là. N'ayez pas peur d'être original. Il y a un problème qui est posé, mais il y a 1000 solutions qui s'offrent à ce problème-là. Chacun peut trouver donc sa façon de résoudre donc, le problème. L'essentiel, c'est que en philosophie, la démarche soit cohérente, rigoureuse, pertinente et rationnelle. C'est la réflexion, c'est un exercice de l'esprit. On doit pouvoir partir d'un certain nombre de postulats, de principes, et élaborer maintenant un développement qui est cohérent par rapport donc, à tout ce qu'on a prévu. Et c'est cela qui amène également une très belle conclusion. La démarche, elle est rigoureuse. On ne se met pas, en tout cas, il n'y a pas de tâtonnement, je voudrais dire. Il faut, en tout cas, y aller progressivement, étape par étape, argument après argument, exemple après exemple. Vous allez donc offrir au lecteur, c'est-à-dire au correcteur, une copie véritablement donc digne d'être lue de façon philosophique. En principe, une fois que vous avez terminé votre travail, le professeur doit pouvoir être séduit. Parce que souvent, on dit que le prof de philosophie, c'est un séducteur. Souvent, je crois qu'il n'y a que des séducteurs. Donc, devant cette table-là, donc de M. Collier à M. Dia et M. Jeunes gens, c'est tous des séducteurs. Mais l'élève également doit pouvoir séduire son professeur, de par sa démarche élégante, de par sa cohérence, de par ses principes, de par sa rationalité. Il y a également, à ce niveau-là, donc une façon également donc, de fasciner et de séduire donc, le correcteur qui pourra en tout cas vous noter en fonction donc, de tout ce que vous avez fait.
Donc je ne parlerai pas de philosophie, je crois que je n'en ai plus le droit, mais en tout cas je vous donne des conseils, donc soyez confiants et que le bac c'est simplement donc l'examen qui, si vous voulez, l'examen qui va donc clôturer tout l'effort que vous avez fait tout au long de l'année scolaire. Donc ce n'est pas un moment exceptionnel. Donc c'est vrai qu'il y a toujours le poids du bac, donc ça peut être stressant, mais dites-vous que c'est une évaluation comme toutes les autres évaluations. Il y a quelques jours, vous sortez d'une évaluation du second semestre, les élèves de terminale, et ce qu'on vous a proposé, c'est pratiquement la même chose que ce que vous allez également faire au bac. C'est que le jour du bac, ça a peut-être une dimension assez particulière, mais ne soyez pas trop stressés par rapport donc à cela. Ce sont des exercices que vous avez l'habitude de faire en philosophie, mais également dans toutes les autres matières. Soyez en tout cas confiants en vous-même. Vous avez appris donc tout au long de l'année et c'est le moment en tout cas de donner donc le meilleur de vous-même. Voilà ces quelques mots que je tenais simplement donc à vous dire en vous souhaitant également une chance donc de réussite au bac, au moins que tous ces élèves qui sont là aujourd'hui avec le président Mauro Diallo qui réussissent haut la main le baccalauréat de 2018. Je vous remercie. C'est avec un grand plaisir que je me suis installée à ce siège pour discourir avec mes collègues sur un thème d'une importance capitale, à savoir la réflexion philosophique. La philosophie, le mot déjà inquiète, et la chose pour autant qu'on en ait l'expérience ne rassure pas, nous dit Lucien Gerfagnon dans les thèmes d'actualité philosophique. Cela pour dire que la philosophie relève d'une inquiétude qui ne cesse d'inquiéter tout le monde. Mais en ce qui nous concerne, nous aborderons cette inquiétude d'une façon tellement inquiétante qu'à la fin de notre inquiétude, cette inquiétude elle-même s'inquiétera de sa propre inquiétude. Alors, qu'est-ce que la philosophie? Poser la question qu'est-ce que la philosophie revient à essayer de voir comment faut-il faire pour définir la philosophie. Et définir la philosophie, avant même d'aller de définir la philosophie, essayons d'abord de savoir ce que signifie le verbe définir. Définir, ça veut dire circonscrire. Définir, ça veut dire délimiter. Définir, ça veut dire tracer les contours d'un concept, d'un mot, bien d'une chose. Définir, se rendre à sa possession. Définir, se maîtriser. Alors si tel est le cas, la philosophie refuse toute délimitation. Raison pour laquelle on vous dit souvent en classe que la philosophie n'accepte pas la définition, que la philosophie n'a pas une seule définition, mais une pléthorique de définitions. Alors, s'il y a une pléthorique de définitions en philosophie, cela voudrait dire que la définition de la philosophie va changer d'une période à une autre, d'un auteur à un autre et d'un philosophe à un autre. Et là, on va essayer ensemble de voir quelques définitions de la philosophie. Et pour ce faire, on va partir de la définition étymologique de la philosophie. Philosophie vient du grec philin, philin qui veut dire aimer, et de sophia, sophia qui veut dire sagesse ou savoir. Les deux réunis signifient amour du savoir. Mais qu'est-ce qu'on entend par l'amour philosophique? Qu'est-ce que la sagesse? L'amour philosophique renvoie à un manque, une dépossession, un désir par rapport à un objet recherché. Aimer en philosophie, alors, c'est tendre vers, c'est chercher, mais on cherche ce que l'on ne possédera jamais. Maintenant, souvent, je donne l'exemple en disant à mes élèves que c'est le fait que l'amour soit une quête, que l'amour soit une conquête, que l'amour soit un idéal, un absolu, un temps vers qu'on ne peut pas atteindre. Et je me dis souvent que c'est ce qui justifie l'infidélité chez les hommes. C'est là pour dire que tous les hommes sont naturellement infidèles. C'est parce que l'amour, c'est une quête. On veut posséder, mais une fois qu'on possède là, une autre jeune fille. Et souvent, qu'il ne faut pas accepter de donner la chose aux hommes. Il faut bien garder la chose. Souvent, il arrive que le garçon qui dit qu'il n'y a pas de nyam. Il faut dire au garçon que la seule condition, le seul prix à payer pour le nyam, c'est si on sait ce que signifie le mot amour. Passadus Descartes dit, on n'entend pas seulement la prudence dans les affaires, la conservation de sa santé et l'élévation de tous les arts.
ce qui met en évidence les deux. Elle est théorique lorsqu'elle vise la connaissance et elle devient pratique lorsqu'elle vise l'action et ce qui... etc. Donc alors quand on vous dit la sagesse en philosophie, il ne faut pas penser comme certains élèves que là c'est des savoirs. Le savoir doit conditionner nos comportements, le savoir doit conditionner nos façons de faire, le savoir doit conditionner même l'action dans la vie complète. On va essayer maintenant de voir d'autres définitions de la philosophie comme étant une réflexion critique. Qu'est-ce qu'on entend par réflexion? On peut diviser le mot de la pensée sur la pensée elle-même. Ça veut dire que lorsqu'on réfléchit, c'est avoir une pensée réflexive. Philosopher, c'est avoir un esprit critique. On n'apprend pas la philosophie, on n'apprend qu'à philosopher. La philosophie n'est pas une somme de connaissances que l'on peut assimiler pour se dire philosophe. Qui a une fois vu la philosophie, qui a une fois serré la main à la philosophie, personne d'entre vous. Donc elle n'existe pas, elle n'est qu'un idéal, on ne peut pas l'apprendre. À penser par soi-même, à revoir toutes nos connaissances autrement, accepter les évidences établies. On a dit que, il paraît que, j'ai entendu dire que, Dégna, le monsieur Colli, ça ne tient pas la route. Alors, quand on est philosophe, on ne se fie pas à ces Dégna, on ne se fie pas aux apparences, on ne se fie pas uniquement au fait de voir un gâchis. Et la philosophie est une réflexion politique. On va encore chercher une autre définition, car on a dit que c'est un terme polysémique. Et pour encore définir la philosophie, on doit apprendre qu'on doit posséder pour se dire philosophe. Hegel, il n'est pas content de Descartes. Hegel, il n'est pas content de Kant ni de Pythagore. Parce qu'il dit que c'est à cause de ces auteurs-là qu'on pense souvent que la philosophie est une affaire de tout le monde. Pourtant, la philosophie n'est pas affaire de tout le monde. Hegel, il va considérer que la philosophie même doit déposer son nom dans le du savoir pour devenir savoir effectif. Parce que c'est une connaissance absolue, un savoir absolu qu'on doit maîtriser pour se dire philosophe. C'est à partir de là qu'il dira, dans la phénoménologie de l'esprit, qu'il est temps de faire de la philosophie une affaire sérieuse. Pour toutes les sciences, les arts, les talents, les techniques, prévaut la conviction qu'on ne les possède jamais sans passer par apprentissage. Et pourquoi pas alors en philosophie? Et pour illustrer ce qu'il a dit, toujours dans la phénoménologie de l'esprit, Hegel donne l'exemple il donne la métaphore du soulier, la main philosophe. Et dit que pourquoi dans les autres sciences, pourquoi dans les autres connaissances, on voit qu'avant de se réclamer maître dans ces connaissances, il faut d'abord passer par enseignement apprentissage, parce que l'eau donne au talibem, l'eau donne au il a effectivement raison. Il y a bel et bien des choses à apprendre en philosophie. Il y a des méthodes à connaître. Vous avez vu qu'on a essayé ensemble de donner 3 types de définitions de la philosophie et qu'on s'est rendu compte que toutes ces définitions se contredisent. On a l'impression que ces définitions se contredisent. Là, souvent, on se dit que la philosophie n'est pas une simple contradiction, que les philosophes ne sont d'accord que sur le désaccord. Je dis que oui, c'est la contradiction qui fait vivre la philosophie. S'il n'y a pas de contradiction, aucune philosophie n'est possible. Parce que Hegel lui-même, il a dit que c'est la contradiction qui donne vie à la philosophie, que tant qu'il n'y a pas de contradiction, il se dit qu'il n'y a aucune philosophie possible. Et pour illustrer cela, il donne la métaphore du fruit. Il dit que, supposons un malade, mais un malade pédant. Le malade, il est tellement pédant qu'il va voir le médecin. Le médecin signifie à ce malade que si tu veux retrouver ta santé, il faut consommer du fruit. Il faut consommer du fruit. Le malade se rend au marché, il va voir le petit Paul, vendeur de fruits. Il dit au petit Paul que je suis venu pour acheter du fruit. Le petit Paul prend des mangues, des pommes, des bananes et donne cela au malade. Le malade dit que non, je ne t'ai pas demandé des pommes, je ne t'ai pas demandé des mangues, je ne t'ai pas demandé des bananes, mais je t'ai demandé du fruit. Est-ce qu'il va trouver du fruit? Il ne trouvera jamais du fruit, il risque de mourir. Parce que du fruit n'existe pas. Qu'est-ce qui existe? Seulement des fruits. Maintenant, quand on dit des fruits, tous les fruits renvoient à du fruit. Tout comme toutes les diversités philosophiques renvoient à la philosophie. Du fruit, c'est la philosophie. Les fruits, ce sont les philosophies. Donc, quand on va apprendre la philosophie, il faut passer par toutes les autres philosophies. Donc, la contradiction qu'il y a entre toutes ces philosophies, ça ne change rien en philosophie. Parce qu'en fin de compte, toutes ces contradictions vont renvoyer à la philosophie elle-même, comme tous les fruits vont renvoyer à la philosophie, plutôt aux fruits même. Donc, alors, juste pour vous dire que, à ce niveau, on ne peut donner raison ni à Pythagore, ni à Kant, ni à Hegel. On va simplement dire que la vérité philosophique n'est l'apanage d'aucun philosophe, que la vérité philosophique
elle est à rechercher entre toutes les philosophies et entre tous les philosophes, car dans ce domaine, on peut bien dire que personne n'a raison, personne n'a tort, tout le monde a raison, tout comme tout le monde a tort. Alors, si on a saisi les définitions de la philosophie, on va encore essayer toujours de la définir. Parce que jusqu'à présent, on s'est dit qu'amour du savoir, réflexion critique, savoir absolu, mais jusqu'à présent, la discipline reste étrangère à nos yeux. Raison pour laquelle, pour essayer encore de la saisir, on va la comparer avec ce qui n'est pas elle. À la manière platonicienne, on va procéder à la négation. On va essayer de voir ce que la philosophie n'est pas. Et probablement, nous dit Platon, si on sait ce que la philosophie n'est pas, on peut avoir une idée de ce qu'elle devrait être. Raison pour laquelle on va comparer la philosophie avec les autres types de savoirs, tels que le sens commun, le mythe, la science et la religion. Commençons par philosophie et sens commun. Qu'est-ce que le sens commun? Le sens commun, ça renvoie aux préjugés, le sens commun renvoie aux opinions, le sens commun renvoie à ce on a dit que, il paraît que, j'ai entendu dire que, bref, le sens commun renvoie à ces idées qui ne sont pas fondées, à ces idées qui ne sont pas vérifiées, à ces idées qui sont reçues dans la société et que ces idées ne disposent pas de fondement valable. Alors si c'est ça le sens commun, on va comparer avec la philosophie, tout en sachant que comparaison n'est pas raison. Est-ce qu'il y a une possibilité de noter une convergence possible entre la philosophie et le sens commun? On va bel et bien dire que non. Il n'y a pas de rapport de convergence entre la philosophie et le sens commun, parce que l'homme du sens commun, il pense que le monde est déjà défini, le monde est déjà fini, que tout est déjà tracé. Par contre, telle n'est pas la conception du philosophe. Le philosophe, on a dit qu'il réfléchit. Le philosophe, il voit le monde autrement. Le philosophe pense le monde autrement, alors que penser autrement ne revient pas à l'homme du sens commun. Donc, la philosophie n'est pas le sens commun. Et si la philosophie n'est pas le sens commun, on va essayer de voir est-ce qu'il y a encore un rapport possible entre la philosophie et le mythe. Il faut d'abord se dire, qu'est-ce que le mythe? Le mythe se définit comme un récit traditionnel d'origine populaire qui raconte comment le monde, une chose ou l'homme arrive à l'existence par l'intervention d'êtres surnaturels ou de divinités. Alors le mythe relève plus de l'ordre du dogmatisme et du sentiment que de la rationalité. Et que la philosophie étant totalement rationnelle, là quand même la philosophie va naître contre le mythe, plutôt du mythe et contre le mythe. Du mythe parce que la philosophie est issue du mythe, mais finalement la philosophie sera contre le mythe dans la mesure où dans le mythe il y a une part de sentiment, alors que dans la philosophie ça ne laisse pas place au sentiment. Parce que la philosophie c'est la raison ne laisse pas place au sentiment. Cela pour vous dire que la philosophie est encore différente du mythe. Elle est différente du même point de convergence, c'est la finalité spirituelle. Parce que ces deux types de connaissances cherchent à satisfaire l'esprit, car l'homme a deux besoins. Un besoin biologique, manger, boire, dormir, faire la sexualité, je pense que c'est un besoin biologique, ou bien pas biologique, c'est biologique. Ok? Et en même temps, un besoin intellectuel, un besoin spirituel, et maintenant, le mythe, tout comme la philosophie, cherche à satisfaire notre esprit. Alors, vu ce point, on va passer maintenant au rapport qu'il y a entre la philosophie et la science. Encore, on se pose la question, qu'est-ce que la science? Car la philosophie, à chaque fois, passe par une question définitionnelle. Qu'est-ce que la science? La science peut se définir comme un ensemble de connaissances et de recherches ayant un degré suffisant d'unité et de généralité qui cherche en quelque sorte un consensus entre tous les scientifiques, mais en laissant de côté les intérêts individuels, en laissant de côté les goûts, en laissant de côté tout ce qui est caractère arbitraire. Et si telle est la science, essayons d'analyser l'expression, la première expression. Ensemble de connaissances et de recherche. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre ces deux termes-là? Connaissance, recherche. Je pose cette question. Il y a une contradiction. Pourquoi la contradiction selon vous? Oui? C'est très bien, parce qu'on a l'impression que quelqu'un qui connaît, il ne doit pas chercher. Pourtant, mes chers amis, il n'y a aucune contradiction possible. Dans la mesure où, quand on dit que la science est un ensemble de connaissances et de recherches, cela est lié au fait qu'en science, il n'y a pas de vérité absolue. C'est seulement pour montrer que dans le domaine scientifique,
il y a certes des connaissances acquises, mais malgré ces connaissances acquises, les scientifiques doivent continuer la recherche. Si on ne cherche plus, on tue la science. Donc c'est pour dire qu'en science, il y a des connaissances qui sont déjà acquises, mais que toutes ces connaissances sont relatives. Et encore pour vous signifier que voilà un point de convergence essentiel entre la science et la philosophie. Il ne faut jamais penser qu'en science, les vérités sont définitives, ou bien absolues, définitives. En science, tout comme en philosophie, toute religion, je ne vois pas ici une haute connaissance qui donne des savoirs absolus. Le fait que ce qui est vrai change avec le temps, voilà ce qui fait que même en science, aucune vérité n'est absolue et que toutes ces vérités sont totalement relatives. Relatives dans la mesure où une vérité scientifique, à chaque fois, elle est en attente d'être démentie par une autre vérité. C'est pourquoi Karl Popper pense que la science procède par erreur rectifiée, que la science procède par falsification et que tout ce qui est vrai aujourd'hui deviendra faux demain. Prenons certains exemples. Prenons l'exemple du géocentrisme et de l'héliocentrisme. Il fut un temps, on pensait que la Terre est le centre de l'univers. Pourtant, des siècles après, on s'est rendu compte que la Terre n'est pas le centre de l'univers, mais c'est le Soleil qui constitue le centre de l'univers, l'héliocentrisme. Prenons un autre exemple. Prenons l'exemple de l'atome. On a tellement pensé que l'atome était le plus petit élément de la matière. Aujourd'hui, c'est une fausse vérité. Parce que de nos jours, l'atome a été divisé. Divisé en quoi? En quark, on vient encore à voir que l'atome n'est pas le plus petit élément de la matière, mais que de nos jours, le quark est le plus petit élément de la matière. Et de tout ce qui est vrai, c'est qu'avec le temps, cette vérité n'a pas encore changé. Prenons l'exemple des signes. L'expérience scientifique avait prouvé que tous les signes sont blancs. Donc, ce qu'on trouve aux États-Unis, un signe qui n'est pas blanc, mais un signe qui est noir, ça force l'expérience. Donc, cela pour vous dire que même en science, il n'y a aucune vérité absolue. En science, toutes les vérités sont relatives. Toutes les vérités sont momentanées et sont en attente d'être démenties par d'autres vérités. Et c'est pourquoi Edmund Husserl avait regretté dans les sciences européennes en disant que le positivisme a fait décapiter la science. Il a raison. Le positivisme a voulu faire de la science un savoir absolu, une connaissance absolue, une connaissance qu'on ne doit pas remettre en cause. Mais heureusement pour nous, finalement, on a compris qu'il fallait remettre en cause même les vérités scientifiques, parce que la science, c'est encore l'œuvre de l'homme et que toute œuvre humaine est imparfaite. Il n'y a pas d'œuvre humaine qui soit parfaite. Donc, si, en ce sens, s'il y a ce point de convergence entre la philosophie et la science, on va dire que ce n'est pas le seul point de convergence qu'on a. Encore, on va considérer que le point de commun qu'on a entre ces deux types de connaissances, c'est la rationalité. C'est quoi encore? Et le désintéressement. La philosophie est une activité désintéressée. La science encore est une activité désintéressée. À quoi c'est la connaissance scientifique? Absolument à rien du tout en partant de son étymologie. Car science, ça vient de scientia. Scientia, ça veut dire savoir. Le savoir n'est pas souvent dans l'intention de chercher à satisfaire un besoin biologique, mais le savoir souvent c'est uniquement l'esprit. Donc en partant de ce point, on s'est dit que le fils est le plus précieux des biens que le Dieu ait accordé à la race des mortels. Encore dire avec Descartes que c'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. Bref, vive la philosophie, vive la philosophie, vive la philosophie. Merci. Non, ce n'est pas possible. Parce que ce qu'elle a dit est tellement important, tellement pertinent, que je ne trouve pratiquement pas les mots, c'est-à-dire des mots suffisamment pertinents pour s'élever à la hauteur de son discours. Mariama, c'est quelqu'un que j'ai connu à l'université. Et depuis l'université, on entretient d'excellentes relations. Parce que c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui a une maîtrise parfaite de la philosophie. Elle nous a donc parlé de la philosophie en commençant son propos par la définition, ou du moins la nécessité de la définition du concept de philosophie. Je dis souvent à mes élèves que malgré la difficulté à définir cette notion, il est très important de procéder à quelques tentatives de définition. Parce que si on ne sait pas ce qu'est la philosophie, on risque de se fourvoyer
quand on se met à aborder cette réflexion. C'est vrai que Jules Lachelier a avoué son incapacité à définir la notion de philosophie, juste pour abonder, toujours dans le même sens que Mariama, qui a attiré votre attention sur l'impossibilité ou sur la difficulté à prendre en charge une telle notion. Cependant, il faut essayer, au moins essayer de s'entendre sur le sens du mot pour éviter les malentendus. Parce que comme je le dis souvent, quand on dit les marabouts aiment la facilité et qu'il faut tous les tuer, on voit que les regards changent. Pour la bonne et simple raison que les gens ne s'arrêtent pas le temps de se demander de quel marabout s'agit-il. Je parle non des guides religieux, mais plutôt de ces oiseaux qui s'appellent marabouts. Voilà donc pourquoi il est très important, malgré les difficultés auxquelles nous faisons face, de s'arrêter le temps de définir la notion de philosophie, et elle l'a très bien fait en nous disant que la philosophie pourrait se présenter comme amour de la sagesse. Elle s'est arrêtée sur la notion d'amour, elle s'est également arrêtée sur la notion de sagesse, en nous parlant de ces deux sagesses que sont la sagesse théorique et la sagesse pratique. Elle nous a également présenté la philosophie comme un modus vivendi, c'est-à-dire un mode de vie, une manière d'être, un art de vivre. Et elle a cité à titre d'exemple les stoïciens, les épicuriens, les cyniques, pour tout simplement montrer que la philosophie se veut également une pensée, mais on ne saurait passer tout son temps à penser. Il faudrait qu'on mette un terme à la pensée pour passer de la pensée à l'action. Cette pensée elle est très importante, mais elle n'a de sens que lorsqu'elle éclaire notre action. Si bien qu'être philosophe, c'est se donner le temps de penser, mais être philosophe, ce n'est pas s'enfermer dans une sorte de tour d'ivoire pour simplement passer le clair de son temps à ne faire que penser. Il faut penser, mais il faut également agir. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose, un temps pour la pensée, mais aussi un temps pour l'action. Elle a aussi parlé de la philosophie qu'elle a présentée comme une réflexion critique. Et quand on parle de réflexion, on peut effectivement attirer l'attention sur une dimension de la pensée. Parce que la philosophie se veut une quête de connaissance. Quand on veut connaître, on doit forcément porter son attention sur un objet à connaître, un objet que nous devons penser, ce qui permet alors de mettre en rapport le sujet pensant et l'objet pensé. Le sujet pensant se projette du dedans vers le dehors pour penser l'objet, et dans ce cas précis, on parle de flexion. Et elle a attiré votre attention sur le deuxième mouvement, c'est-à-dire lorsque la pensée opère ce mouvement de retour sur elle-même afin de mieux se connaître. La pensée ne va pas rester étrangère à elle-même longtemps. Elle va certes se projeter du dedans vers le dehors pour penser les différents objets qui sont extérieurs à l'individu, extérieurs au sujet, mais après, elle va opérer ce mouvement de retour sur elle-même afin de mieux se connaître. Raison pour laquelle, quand Alain dit penser, c'est dire non, remarquez, dit-il, que le signe du oui est d'un homme qui s'endort. Le réveil, au contraire, secoue la tête et dit non. Il dit non à quoi? On pourrait se dire non au monde, puisque philosopher, c'est adopter une attitude critique vis-à-vis du monde en se disant que rien ne va de soi, comme l'a si bien noté Vladimir Yankelevitch. On pourrait dire non aux préjugés, puisque les préjugés étant ce qu'ils sont, nous empêchent de parvenir à la vérité. Non aux évidences passives, non aux apparences du monde, car comme vous le savez très bien, les apparences sont souvent trompeuses. Mais Alain nous dit, tout cela n'est que l'apparence, parce que la vérité est que c'est à elle-même que la pensée dit non. Elle rompt l'heureux acquiescement. C'est dire non à tout ce qui est censé faire obstacle à cette quête de connaissance. Raison pour laquelle elle a présenté la philosophie comme une réflexion, mais comme une réflexion essentiellement critique. Mieux encore, on pourrait même dire de la philosophie qu'elle est sacrilège pour dire que rien n'échappe à la critique du philosophe. Même le sacré doit être questionné. Même le sacré doit être critiqué. Même le sacré doit être soumis à l'épreuve de la pensée critique, car, Marcin Toa l'a très bien dit, la philosophie ne commence qu'avec la décision de soumettre l'héritage philosophique et culturel à une critique sans complaisance, car aux yeux du philosophe, aucune donnée, aucune idée si vénérable soit-elle n'est recevable avant d'être passée au crible de la pensée critique.
Et pour terminer, elle a mis en rapport la philosophie et les autres formes de connaissances, parce que c'est vrai que l'ensemble des définitions qu'elle a proposées sont pertinentes, mais d'accord, mais malgré tout, malgré la pertinence de ces définitions, on reste toujours insatisfait et on continue toujours à se demander ce que c'est réellement la philosophie. Et c'est la raison pour laquelle, en la mettant en rapport avec la religion, avec le sens commun, avec le mythe et avec la science, elle nous a permis au moins de savoir qu'à défaut de savoir effectivement ce que c'est que la philosophie, on sait désormais qu'elle n'est ni le sens commun, ni le mythe, ni la science, ni la religion. Et moi j'ai envie de dire que le savoir de ce que n'est pas la philosophie est... ainsi que le parrain, et à tous les élèves qui ont fait le déplacement pour venir assister à ce diagonal philosophique. Je vous dis aussi bonsoir. Que tous les pas que vous avez marqués pour venir jusqu'ici se traduit également par une réussite éclatante au bac, et qu'aussi, effectivement, que tous les espoirs qui portent en vous ne soient pas vains, et en ce sens, vous aurez tout simplement à avoir un beau souvenir de votre classe de terminale, et que vous reveniez cette année ici, non pas en tant qu'élève de terminale, mais en tant qu'étudiant ayant la nostalgie de réécouter leur professeur. Cela dit, Madame, j'ai envie de vous dire, je vous aime. Gis nga ni may xool gis nga ni may xool mais je ne l'ai pas encore dit. Et comme vous nous y poussez, alors je le dis. Mais c'est un amour non pas charnel, bien évidemment. Ça, je réserve ça à M. Sidibé. Je réserve cet amour à M. Sidibé. L'amour dont il s'agit, c'est l'amour de ce que nous partageons, bien évidemment. C'est la sagesse. Donc, c'est un amour effectivement lié à ses qualités et à sa pertinence dans la démarche, puisque vous n'êtes pas sans savoir que peut-être que ce n'est pas la première fois qu'on partage un plateau, pas plus qu'hier. Seulement, on partageait un panel, elle et mon cher ami Koli à Gandiaï, et que quand j'ai quitté Guinguinéo après 4 ans, imaginez aussi, c'est elle qui m'a remplacé à ce poste, et que donc par conséquent, il est évident que les relations dépassent effectivement la rencontre d'aujourd'hui. Ce que je retiens de plus dans votre allocution, que l'opinion pense mal, elle ne pense même pas, elle ne fait que traduire des besoins en connaissance. Ce que cela veut dire, c'est que avant la science, il y a eu d'autres formes de pensée et que les hommes n'ont pas attendu l'avènement de la science pour effectivement penser le monde, pour se poser des questions et pour apporter des réponses aux énigmes qui se posaient effectivement à eux. Donc avant la science, il y avait d'autres formes de connaissances. Mais j'ai encore retenu d'elle que quand on discute d'une chose, il faut d'abord définir la notion. Et jusqu'ici, je n'ai pas encore défini l'épistémologie, puisque c'est de ça que je vais effectivement parler. L'épistémologie, c'est de la philosophie. Ce n'est pas de la science. C'est la réflexion que la philosophie mène sur la science. Mais une réflexion critique pour savoir comment procède la science, c'est-à-dire la méthode scientifique, la portée de cette science et l'analyse de ses résultats. C'est le tout qui va effectivement donner la base de cette réflexion que l'on appelle épistémologie.
vu que la science aujourd'hui occupe une place centrale dans le système des connaissances. L'épistémologie également, au sein de la philosophie elle-même, occupe une place centrale, puisque c'est elle qui s'occupe du savoir effectivement qui est central et qui est la science et qui est devenu pour nous un savoir incontournable. Si j'ai dit que la science n'a pas toujours existé, il est évident qu'avant la science, il y a eu des modes de pensée que l'on a appelé les premières approches du réel, à l'instar du mythe, de la magie et de la religion. Je n'aurai pas besoin d'y revenir parce que vous l'avez effectivement bien dit. Seulement, je partirai d'un exemple. Que les gens n'ont pas attendu effectivement l'arrivée de la philosophie ou de la science pour penser le monde. L'univers s'est toujours posé à l'homme comme énigmatique, c'est-à-dire comme un mystère. Et face à ce mystère, les hommes ont toujours tenté de fournir des réponses pour comprendre ce qui les entoure. Voilà les raisons pour lesquelles la question de l'origine du monde a toujours intéressé effectivement les hommes, mais à cette période, la science n'était pas encore née. Et si on se réfère à certains mythes, plus précisément le mythe des Babyloniens sur la création du monde, la Babylonie, c'est ce qui forme l'Irak actuel. Alors ce mythe racontait comment le monde a été créé, mais en recourant à des divinités. Voilà pourquoi elle a dit que le mythe effectivement explique le monde en faisant recours à des êtres surnaturels. La mécanique et la morale. Cette déclaration de René Descartes nous renseigne sur un certain nombre de choses. D'abord, elle nous permet de comprendre que la philosophie est la mère des sciences. Raison pour laquelle dans l'Antiquité, on ne faisait pas de comparaison entre philosophie et science, puisqu'il n'y avait pas de science en dehors de la philosophie. Celle-ci les a portés en elle à l'image d'une mère qui porte ses enfants dans son ventre ou son enfant dans son ventre durant 9 mois. Mais à l'image de l'enfant qui, au bout de 9 mois, sort du ventre maternel, les sciences, après avoir atteint un certain niveau de maturité et de développement, vont également se démarquer de leur mère et revendiquer leur autonomie. En se démarquant de leur mère, elles vont choisir une nouvelle méthode, l'expérience. Se fixer de nouveaux objectifs et poser leur regard sur des objets tout à fait différents, c'est-à-dire des objets concrets. Là où leur maman privilégie la réflexion, elle privilégie l'expérience. Là où leur maman s'intéresse à des objets abstraits, elles vont s'intéresser à des objets concrets. Et là où leur maman n'arrive toujours pas à convaincre tous les esprits compétents en la matière sur ces vérités, elles vont réussir, ne serait-ce qu'un temps plus ou moins limité, à convaincre tous les esprits compétents sur les vérités qu'elles vont proposer. Tout cela nous permet de comprendre que la science ou les sciences, parce que comme il l'a si bien dit, lorsqu'on définit la science, on la présente comme un ensemble de connaissances objectives établies de manière incontestable et s'imposant à toute l'humanité, mais il a très bien attiré notre attention sur le fait qu'aujourd'hui, l'expérience a fini de démontrer qu'on ne parle plus de la science, mais on parle des sciences. Si bien fait, faire une typologie des sciences, passer à notre autre conférencier. Il s'agit bien entendu de M. Dia, éminent professeur de philosophie au niveau du lycée Valdiodio Ndiaye. M. Dia va nous parler du cours sur individu et société pour introduire le domaine 2. Et après l'intervention de M. Dia,
nous allons passer la parole à M. Fall qui va terminer avec le domaine 2 avant qu'on passe le micro à un autre intervenant. Merci de votre attention. Je vous dis bonsoir. Après avoir entendu Mme Sidibé, je l'ai écoutée avec beaucoup d'intérêt. À travers ses propos, on apprend et on continue d'apprendre. Sa manière d'approcher la réflexion philosophique est tellement pertinente que on ne peut absolument rien dire là-dessus. Seulement, partir de la définition de la philosophie comme réflexion critique et tenter de dire que c'est une réflexion qui ambitionne de tout connaître. Elle a pour ambition de comprendre, et celui qui l'exerce, c'est l'homme. Dans ce sens, on comprend parfaitement qu'elle est toujours d'actualité, car elle est réflexion sur les relations que l'homme entretient entre lui et le monde que je vais axer mon intervention. Il sera question de réfléchir sur le rapport entre l'individu et la société. Réfléchir sur le rapport entre l'individu et la société revient à descendre de la philosophie du ciel vers la terre. Il s'agit de voir les liens que l'homme, en tant que centre de la réflexion, les relations qu'il a avec les êtres où. Précisément, c'est dans la société. Dans ce sens, comme le veut la philosophie, il est nécessaire d'éclaircir ce que c'est que la société. Pédagogiquement, pour parler d'une notion, il est nécessaire de partir de sa définition étymologique. Je m'appelle M. El Hadji Malick Diallo, connu sous le nom de Maodo Diallo, président de l'Alliance kaolackoise pour le développement, connu sous l'acronyme ACAD. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le mouvement ACAD? Le mouvement ACAD, comme je l'ai dit, c'est un mouvement de développement à la base qui vient renforcer donc le paysage culturel, social et politique de Kaolack. Nous nous efforçons, comme on a l'habitude de le dire dans toutes nos rencontres, de venir soulager les maux qui gangrènent la société kaolackoise. Aujourd'hui, une journée d'éducation, étant conscient que dans la poitrine de chaque jeune africain dort un bâtisseur de nation où seule l'éducation peut réveiller, disait Cheikh Anta Diop. Est-ce que vous êtes dans ce siège? Tout à fait. Nous accompagnons aujourd'hui donc les élèves qui vont faire donc l'examen de philosophie dans moins d'une semaine. Donc c'est dans ce sens que ACAD est venu apporter soutien à l'école sénégalaise et d'aider les enfants à mieux comprendre les cours de philosophie. Vous participez véritablement au service de développement aussi de Kaolack à travers l'éducation, le message que vous lancez aux élèves. Nous leur souhaitons aujourd'hui une excellente fin d'année scolaire et nous leur souhaitons aussi donc une bonne réussite à l'examen final. On a vu que vous avez impliqué presque tous les profs philo de Kaolack, une bonne chose aussi. Vous savez, ACAD est déjà un cadre de réflexion. Donc, ce n'est pas seulement un cadre de développement, un cadre politique, mais nous nous regroupons toujours pour réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut apporter à notre région. D'où l'implication de tous ces fils. D'où l'implication aujourd'hui vraiment de toute la population kaolackoise. Les élèves sont venus répondre massivement, les professeurs sont venus répondre massivement, mais il y a des professeurs qui sont venus d'autres lycées en dehors de Kaolack, de Gandiaye, de Guinguinéo. Vraiment, nous félicitons et vraiment nous remercions tous ces participants à la réussite donc de cet événement. Vous avez parlé aussi tout à l'heure que vous êtes derrière l'ancienne première ministre du Sénégal, Mimi Touré. Comme j'ai à le dire, ACAD a un volet social, un volet développement et un volet politique. Donc tout ce que nous pouvons faire pour notre région, peut-être que nous pensons qu'on peut le faire individuellement. C'est en ce sens que nous travaillons en collaboration avec l'ex-premier ministre Aminata Touré,
qui est une femme loyale, qui travaille à côté du président Macky Sall. Donc elle est venue tendre la main au Kaolackois pour venir développer sa région. Donc nous sommes en phase avec ses idéaux et ses principes. waaw man Maodo Diallo président ACAT maa di nuyu di leen sant ci seen teewaay yéen waa presse bi parce que nit mënul def dara sans communication tey dañoo réunir fii Alliance française kaolackoise donc pour jàppale xale yi nga xam ne dañoo war a présenter wu baccalauréat war def seen baccalauréat philosophique dans moins d'une semaine ñoom la ñuy jàppale tey dafa leen ay cours de renforcement seen professeurs yi ñëw expliquer leen ñu gën a comprendre lan mooy cours de philosophie comme ça buñ ci mën a buñ ci dem yeggee ñu mën ci am ndam. dama leen di ñaanal yàlla rek yàlla dafa leen réussite seen examen dafa leen ndam dafa leen réussite ñu am seen bac avec mention dem université parce que jeunesse moom mooy yor développement pays. kenn mënul wax développement te waxoo jàng gis nañ ne boole nga ci prof yëpp yu dëkk ci Kaolack ñuy jàngale philo aussi. waaw comme ACAT ni mu ko faral di waxee ñun taxawuñu rek naan dañuy def lii dañuy def loolu donc dañuy organiser souvent ay commission ay panel ay symposium tey lii moo xam ne mooy urgence tey moo tax ñu créer conférence philosophique bi vraiment pour gën a apporter suñu indi suñu participation ci développement te développement kenn mënu ko wax comme ni ko waxee sànq te développé wuloo jeunesse bi jàppale wuloo jeunesse bi. ACAT boo koy tekki mooy boo doomu Kaolack gi daal ñoo booloo. Pour suqali seen gox. waaw xam nga ACAT ni ma ko waxee sànq ACAT dafa bëri ay volets am na volet social am na volet développement am na volet politique ci volet politique boobu ñun Mimi Touré lañu àndal ancien premier ministre. parce que dafa di doomu Saloum ñëw taxaw jox loxoom talal loxoom waa Saloum ne dama bëgg a ñëw suma dëkk liggéey ko ñu xool xam ne kii kat ku am fula la kii ku am kaddu la. kii ku président Macky Sall gëm la wóolu ko teg ko ci wotam mu koy liggéeyal bu mu ci ayib moom nag moom la ñu àndal mu ñuy jàppale pour ñu mën a suqali suñu gox bii di Kaolack. C'est Madame Sidibé, professeure de philosophie au lycée Samba Dione de Gandiaye. Alors, dans le cadre donc des préparatifs d'anticipation de philosophie, vous avez passé au fait presque tout le programme de philo. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre intervention de tout à l'heure? Okay, tout à l'heure, j'ai fait la présentation sur la réflexion philosophique. Il a été question d'essayer de définir le mot philosophie même. Et avant de définir le mot, on a d'abord évoqué que définir n'est pas une chose facile, dans la mesure où définir un concept revient à circonscrire le concept même, revient à délimiter le concept, revient à maîtriser le concept. Et voilà souvent tout ce que la philosophie ne veut pas. Et en partant de là, on peut bel et bien dire que c'est la raison qui justifie le fait qu'en philosophie, on a une pléthore de définitions même du mot philosophie. Et en partant de certaines définitions, on a essayé de donner la définition de en partant de l'étymologie même, que le mot philosophie vient du grec philin, qui veut dire aimer, de sophia, qui veut dire sagesse. Les deux réunis donnent amour du savoir ou de la sagesse. Après, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce que l'amour philosophique, qu'est-ce que la sagesse. On s'est dit que par amour philosophique, on doit entendre un manque, une dépossession, une quête, une conquête, un désir à l'égard d'un objet recherché, ce qui voudrait dire qu'aimer en philosophie, ce n'est pas posséder, qu'aimer en philosophie, ce n'est pas avoir, car une fois que l'on possède l'objet désiré, on cesse d'aimer. C'est pourquoi on dit souvent que « aime-moi mais ne me touche pas ». Quand on touche, on cesse d'aimer. Alors après, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par le mot sagesse. On a défini le concept en parlant d'un éminent philosophe né Descartes, en disant que par sagesse, Descartes dit, dans le principe de la philosophie, on n'entend pas seulement la prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir, tant pour la conduite de sa vie, la conservation de sa santé et l'évasion de tous les arts. Cette définition n'est pas choisie au hasard, c'est choisi dans la mesure où ça permet de mettre en évidence la sagesse théorique et la sagesse pratique. Souvent, les élèves pensent que la philosophie, elle est simplement théorique. Non, elle n'est pas simplement théorique, elle peut devenir pratique lorsqu'elle vise l'action. Donc alors, c'est ce qui a suffi, on a dit, certains courants de pensée philosophiques tels que le cynisme, l'épicurisme, le stoïcisme, voire même le marxisme, pour dire qu'il y a bel et bien une alliance entre la théorie et la pratique en philosophie. On ne peut pas se limiter à cette seule définition, car c'est un terme polysémique. Après cela, on a essayé de voir même au niveau de la philosophie de Kant. Kant, il nous a dit que par la philosophie, on doit entendre une réflexion critique.
On a dit que réflexion, on peut diviser le mot en deux mots. Réflexion, c'est-à-dire retour de la pensée sur la pensée elle-même. Alors philosopher, c'est faire une introspection. Philosopher, c'est faire un retour sur soi-même. Maintenant, une fois qu'on essaie de faire un retour sur soi-même, c'est pour essayer de penser, essayer de repenser toutes les connaissances qu'on avait auparavant, comme l'a fait René Descartes avec son doute, qu'il faut douter de tout, c'est comment retrouver la vérité. Une connaissance n'est jamais sûre, une connaissance n'est jamais certaine. Il faut toujours remettre en cause les connaissances déjà acquises, car philosopher, c'est essayer de voir comment et jusqu'où il serait possible de penser autrement. Alors, en partant de cette réflexion, on ne s'est pas limité à Kant. On a dit que Hegel encore a redéfini la philosophie à sa manière en disant dans la phénoménologie de l'esprit qu'il est temps de faire de la philosophie une affaire sérieuse. Que pour toutes les sciences, les arts, les talents, les techniques, prévaut la conviction sans laquelle on ne le possède pas sans passer par apprentissage. Donc la philosophie encore passe par apprentissage. C'est un savoir qu'on doit maîtriser pour se dire philosophe. Mais aujourd'hui, dans un monde de perpétuelle connaissance et avec toutes les tentatives, aujourd'hui certains élèves n'aiment pas la philosophie. Le message que vous leur lancez à travers votre matière, est-ce qu'on peut s'assurer que ça reste davantage une matière aimable? Une matière aimable? Bien, la philosophie, elle est amour. La philosophie, c'est aimer. La philosophie, elle est amour. Filin, ça veut dire aimer. Et puisque la philosophie, elle est amour, donc il faut aimer la philosophie si on va réussir même à la philosophie. Donc je dis à ces élèves qu'il faut tout simplement enlever ce préjugé qui se trouve au niveau de leur tête, que la philosophie, elle n'est pas difficile. La philosophie, elle n'est pas aussi énigmatique que cela. Il faut tout simplement apprendre les méthodes, connaître les règles et lire les auteurs pour devenir philosophe. L'initiative de M. Diallo, comment vous la trouvez? Vraiment, je l'apprécie bien. C'est une très belle initiative parce qu'il n'est déjà pas facile de mettre en collaboration tous ces professeurs de philosophie qui viennent quand même de zones et de localités qui ne sont pas les mêmes. Vraiment, je salue cette initiative car tout ce qui intéresse les professeurs de philosophie, c'est la réussite de nos élèves. Donc quand même, si on nous convie dans cette direction, on ne peut que saluer cette belle initiative. Merci Thiolo. su ma ko doon tënk daal xam naa fi ñu toll nii waaw ñu ngi sant yàlla bu baax ndaxte programme yëpp pare na ñu ngi nekkoon sa si œuvre au programme yi li ñu woon def yëpp def nañu ko vraiment daal xanaa daal di ñaax xale yi di leen souhaiter tamit bonne chance. ñëwaat nga ci programme bi bu baax a baax boo ko doon expliquer de manière brève programme lan ak lan nga fi expliquer xale bi ci wàllum. man tey ci wàll bi ma waxee mooy li ñuy wax rek domaine 1 réflexion philosophique foofu laa def foofu laa intervenir ma définir philosophie wane ne philosophie dafa nekk benn mot boo xam ne neexul a définir ndaxte dafa bari ay définition contrairement ak yeneen connaissance yi ñu tàmmoon di gis philosophie moom boo ko bëggee définir fii ngay fanaan définition yi du ñu mës a jeex da ngay tànn yéen yi rek tànn yi nga xamante ne tamit c'est collé au programme c'est collé ba nga xamante ne li nga xamante ne moom la élève terminal bi soxla nga jox ko yooyu la ñu tànnoon tepp jox ko xale yi tamit ñu jéem a xool philosophie bu ñu ko bëggee xam ñu jéem ko comparer ak li dul philosophie ñu comparer ko ak connaissance yi ñuy woowee sens commun mooy maanaam ñi nga xamante ne dañuy wax rek te dañuy wax dara teguñu ko fenn dara fondé wu ci mooy masse bi comparer ko tamit ak religion diine comparer ko tamit ak mythe ndax ñu mën a xam ba léegi lan mooy philosophie. Philosophie léegi mën nañ gëm di ko jàpp ne matière bu am solo la ci dundu doomu aadama. man kay nee naa ku deful philosophie rek jàppal ne yow amaguloo existence ndaxte Descartes dafa ne ku philosophewul mu ngi mel ni ngay gëmm say bët di dox du la dar rek mu ngi noonu donc philosophie daal mooy lumière àddina philosophie mooy bëtu àddina. initiative bi monsieur Diallo def. initiative bi daal dañ koy rafetlu di ci kontaan bu baax a baax di remercier bu baax waa ACCA ndax nit amoo lu dul sa gox man daal képp ku jóg pour jàppale goxam. vraiment daal dama lay encourager di la remercier ndaxte yaakaar naa nit fépp foo def sa doole sa xam-xam ak sa mën-mën te nokku rek ci xam-xam dama jàpp ne pertement la xam-xam amul prix kon lii mu ci def vraiment da nga ko ci remercier di ko ci encourager bu baax a baax. Moi, brusquement rendu timide parce que vos applaudissements montrent le poids de la responsabilité qui pèse sur moi et sur les mots que je voudrais vite fait, bien fait, prononcer à votre égard. Mais permettez-moi d'abord, avant de m'adresser à ce charmant et aimable public, d'exprimer d'abord mes mots de remerciement à l'endroit de mes collègues ici présents. Je commencerai par citer évidemment mon ami et jeune frère, M. Salif Koli, à qui je renouvelle
j'allais dire, mon admiration et mon plaisir de l'écouter parler, de même que mes autres jeunes frères ici présents, Monsieur Faye, qui a fait un brillant discours sur l'épistémologie, Monsieur Dia, qui m'a facilité en fait la tâche, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais pourquoi j'ai terminé par Madame? Parce que j'ai été très admiratif, j'allais même plus. Je parlerai même comme mon jeune frère, Monsieur Faye. Madame, je vous aime. Madame, moi aussi, je vous aime. Alors, évidemment, rien que le mot Madame, je vous aime, pose problème. Parce que quand on dit Madame, ce n'est pas Madame à moi, c'est la dame à quelqu'un d'autre. Monsieur Sidibé, c'est bien ça que nous envions tous. Mais évidemment, nous ne l'aimons pas seulement pour le charme, nous ne l'aimons pas seulement pour la belle mise, mais nous l'aimons également et surtout pour la sagesse qu'elle véhicule. Le philosophe Glucksmann disait que, à propos du racisme, il le disait, que quand on est en face d'un raciste, comprenez par là simplement que c'est un, excusez-moi le mot, un idiot. Il disait le racisme, c'est de la bêtise. Alors pourquoi le disait-il? Il disait que on est raciste simplement par incompétence. Mais devant quelqu'un de plus sage que nous, ou bien devant quelqu'un qui exprime une sagesse, même si on ne s'incline pas, notre esprit s'incline. Et madame, je vous le confirme ici, nous tous, nous nous sommes abreuvés du savoir que vous allez bien voulu servir à ce charmant public. Le public a appris, mais nous aussi, nous avons appris. Et je tenais tout particulièrement à vous dire, madame, merci. Et confirmez par là les mots de mon jeune frère, monsieur Faye. Nous vous aimons de ce vrai charme. Nous vous aimons de cette vraie beauté. Nous vous aimons du vrai amour, qui n'est pas l'amour charnel, c'est pas de l'amour. Je reviendrai tout à l'heure pour vous montrer à quel point vous avez raison de dire, eh bien, cette chose, ne la donnez pas. Je dirais quand même, donnez-la, parce que nous sommes des philosophes. L'incertitude, ce serait très ennuyeux que nous tous nous pensions de la même manière. J'y reviendrai largement, madame, tout à l'heure. Merci enfin à M. Diallo. M. Diallo, je dirais même que vous nous avez tous marché sur la langue. Vous avez en fait servi à ce charmant public ce que nous aurions dû nous lui servir. Nous sommes tous des enfants de Kaolack. M. Kouli en sait quelque chose.